Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dimanche et bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Sur le plateau avec moi, l'honorable Louis-Henri Gatchak, qui est député RDPC, mais qui est surtout le président du réseau des parlementaires pour la diaspora et la coopération décentralisée. Bonsoir, décentralisée et transfrontalière. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Avec vous, nous parlons du rôle que peut jouer la diaspora dans le chantier de la construction nationale. Cette diaspora est aujourd'hui estimée à 5 millions répartis à travers le monde. Que vaut-elle? Que peut-elle? Que veut-elle? Que propose le réseau des parlementaires? Réponse dans cette édition de Scène de Presse. Dans la deuxième partie de votre émission ce soir, nous parlons de santé, nous parlons des traitements contre le Covid. Traitement pour tout Covid positif, c'est une question et cette question la poserons au professeur Ongolo. La question est d'autant plus opportune qu'une certaine opinion parmi les médecins croit dur comme fer que le traitement ambulatoire chez les asymptomatiques n'est pas nécessaire. Que répond le conseil scientifique à cette question et à celle de l'introduction des médicaments traditionnels améliorés dans les protocoles de soins? Les réponses dans un instant. Le temps pour nous de parler de ces millions de Camerounais qui résident à l'étranger et qui, pour beaucoup, veulent apporter leur pierre à l'édifice au Cameroun, mais freinent encore des quatre fers. Pourquoi? C'est une question que nous poserons à notre invité ce soir. Mais avant de lui poser cette question, commençons plutôt par celle-ci. La diaspora camerounaise est aujourd'hui présentée comme une diaspora frondeuse, haineuse pour certains. Comment analysez-vous cette posture? Écoutez, je pense que notre diaspora n'est pas homogène. Elle est hétérogène. Donc, il y a une partie de notre diaspora qui est effectivement frondeuse. Mais je pense que tout cela relève de beaucoup de frustration, d'incompréhension. Et il faut dire aussi que nos compatriotes connaissent aussi beaucoup de problèmes. Alors, vous pensez que c'est l'expression d'un mal-être, d'un espoir déçu? Pour partie. Bon, il ne faut pas non plus oublier que la diaspora est devenue très politisée aujourd'hui. Il y a aussi une partie qui relève de ce combat de politique. La politique nationale s'est exportée dans la diaspora aussi. Il n'y a pas longtemps, on ne connaissait pas ça, ce genre de situation. Alors, on l'a dit à l'entame de cette édition, vous êtes le président d'un réseau, le réseau parlementaire de la diaspora. Alors, à quelle diaspora vous vous intéressez? À celle qui fait les louanges de votre parti? Je rappelle que vous êtes député RDPC. Alors, vous vous intéressez à quelle diaspora? Celle qui fait les louanges de votre parti? Celle qui soutient le gouvernement dont est issu ce parti-là? Ou alors toute la diaspora? Je voudrais vous dire que je suis député de la nation. Je ne suis pas député RDPC. Je suis du RDPC, militant du RDPC. C'est mon parti, membre titulaire du comité central du RDPC. Un député est investi par son parti. Mais une fois élu, il devient l'élu de la nation. Le réseau, le REPCOD, le réseau des parlementaires diaspora coopération décentralisée transfrontalière, n'est pas une excroissance du RDPC. C'est un réseau des parlementaires. Et dans ce réseau, tous les parlementaires de tous les partis politiques sont membres. D'ailleurs, il y a une tradition à l'Assemblée nationale qui veut que tout parlementaire est membre de tout réseau. C'est quoi un réseau? Un réseau, c'est un outil qui permet à un groupe de parlementaires
d'identifier un sujet qui intéresse leurs compatriotes, essayent de travailler soit pour accompagner le gouvernement si le gouvernement s'en est déjà saisi, soit pour interpeller le gouvernement. Il y a plusieurs réseaux à l'Assemblée nationale qui traitent des sujets très importants. Mais il n'y avait pas de réseau sur la diaspora. Donc, il faut arriver à l'Assemblée nationale. J'ai eu l'idée de créer ce réseau. Pourquoi? Parce que je suis de la diaspora. La diaspora fait partie de mon ADN. Je connais cette diaspora. Tout ce que je peux apporter à mon pays, c'est ça. Et j'ai eu la chance que j'en ai parlé. Je rappelle que vous êtes resté de l'autre côté pendant 33 ans. Oui, pendant 33 ans. Oui. Mais vous n'avez jamais pris la nationalité? Non, du tout. Okay. Mais mon épouse est française, mes enfants, mais moi, je n'ai pas voulu. C'est un choix. Et j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui m'ont suivi, députés et sénateurs, qui m'ont suivi dans ce projet. Et le président de l'Assemblée nationale, fort heureusement, a validé. Parce que vous pouvez créer un réseau, il refuse de le valider. Il a validé parce qu'il croit en ce projet. Donc, nous avons pour objectif de parler à tous les Camerounais, sans aucune exclusion, peu importe leur parti politique, peu importe leur appartenance ethnique, peu importe leurs croyances religieuses, c'est les enfants du Cameroun. Même ceux qui ont pris notre nationalité pour évoluer restent les enfants du Cameroun. C'est pour ça que nous ne voulons pas politiser ce réseau. Nous voulons parler économie, opportunités qu'offre ce pays. Demander à nos enfants de venir prendre leur part dans le développement du Cameroun. Alors, et faire renaître en eux l'amour de la patrie et le patriotisme. Alors, vous avez parlé du gouvernement il y a quelques instants. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour faciliter cette passerelle entre la diaspora et le Cameroun. Mais on a l'impression que la mayonnaise tarde à prendre. Il y a eu ce premier forum qui a eu lieu du 28 au 30 juin 2017, forum dédié à la diaspora. Il y a un encadrement qui commence par les missions diplomatiques et les postes consulaires. Il y a également toute une direction au niveau du MINREX qui s'occupe des Camerounais résidant à l'étranger, bien sûr des étrangers au Cameroun. Mais malgré tout cela, on a l'impression que la mayonnaise ne prend pas, que les Camerounais, on ne va pas parler de radicalisation, mais de plus en plus ont du mal à croire à ce qui vient de Yaoundé, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a un gros malaise, un malentendu de part et d'autre. La diaspora a des attentes vis-à-vis du gouvernement. Le gouvernement, lui aussi, a des attentes vis-à-vis de notre diaspora. Donc, c'est pour ça que ce réseau est né, pour essayer de rapprocher les points de vue. Mais qu'est-ce qui fait problème? Je pense qu'il y a la méconnaissance, notre diaspora, il y a la méconnaissance des réalités locales. Nous avons des compatriotes qui vivent dans des pays qui ne sont pas du même calibre que le nôtre. Et quand ils viennent ici, d'abord, le temps est très court pour eux. Ils viennent généralement pour 2 semaines, 3 semaines, maximum 1 mois. Le temps est court, ils se plaignent de ne pas être reçus, ils se plaignent de ne pas être accompagnés, ils ont l'impression qu'on les traite pour quantité négligeable, ils ont beaucoup de choses à porter dans leur pays. Certains sont reconnus pour leurs valeurs dans leur pays de résidence. Et ils ne peuvent pas porter dans leur pays. Et ça, c'est une frustration énorme, parce que c'est une souffrance énorme de savoir que vous maîtrisez un domaine, votre pays pêche dans ce domaine, vous ne pouvez pas porter. Et je pense qu'il y a ce point de communication. Beaucoup ne maîtrisent pas le fonctionnement de l'administration. Beaucoup ne maîtrisent même pas, même pour ceux qui veulent s'investir, le code d'investissement, beaucoup ne le savent pas. Donc il y a la vulgarisation des tests que nous prenons. Il y en a beaucoup qui se sont fait arnaquer quand même. Et il y en a qui arrivent aussi, ils se font arnaquer. Ils se font arnaquer, mais quand ils repartent, quand un Camerounais diaspora arrive ici, il a un projet, il va dans un ministère, il tombe sur quelqu'un qui l'arnaque. Il repart, il est frustré, et il jette l'anathème sur tout le pays. Or, pour éviter ça, nous disons, nous, au réseau, désormais, si un Camerounais de la diaspora arrive avec un projet, il s'adresse à nous, nous regardons son projet, nous identifions le ministère concerné, nous demandons une audience au ministre. Nous l'accompagnons. Honorable, oui. Sauf que là, il ne s'agit que d'un réseau. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir un cadre institutionnel qui permet à tous ceux qui viennent d'investir ou alors de s'épanouir, de faire tout ce qu'ils ont envie de faire, de mener à bien les activités sans avoir besoin de passer par le réseau? Est-ce que le problème, ce n'est pas au niveau de ce cadre institutionnel-là qui peut-être existe, mais qui ne
travaillent pas de manière optimale. Vous avez raison de le dire. Mais si tout fonctionnait normalement, nous n'aurions même pas eu besoin de créer ce réseau. Si nous le créons, c'est justement parce que nous voulons aider le gouvernement. Nous sommes dans le rôle de l'accompagnement. Qui a peur de la diaspora? Je ne pense pas qu'on ait peur de la diaspora. Quel est donc le problème? Je ne pense pas. Il y a des diasporas partout ailleurs. On va voir ce qu'elles valent dans les autres pays. On va le voir dans quelques instants. Alors, pourquoi on a l'impression chez nous qu'on regarde toujours notre diaspora avec beaucoup de méfiance? C'est une impression. Moi, je ne pense pas que le gouvernement a peur de la diaspora. Mais je pense tout simplement qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais ce n'est pas centralisé. Vous parlez du FODIAS. Après le FODIAS, il y a eu beaucoup de résolutions prises au FODIAS. Mais c'est éparpillé dans plusieurs ministères. Donc, il faut travailler à créer une plateforme. Parce qu'ailleurs, ça fonctionne par plateforme. Il faut une plateforme entre le Cameroun et la diaspora. Une des difficultés de notre diaspora, c'est que notre diaspora n'est pas organisée. Nous avons une diaspora qui n'est pas organisée, qui est fragmentée. Dès que vous repérez quelqu'un, vous discutez avec lui, les autres le rejettent. Donc, il faut déjà travailler à organiser notre diaspora. Concrètement, tous les pays que vous citez, le Mali, le Sénégal, c'est des exemples reconnus, mais ils sont organisés. Alors, lors du grand dialogue national, le chef de l'État a prévu une commission pour la diaspora. J'étais membre, j'en étais membre. On a proposé la création du Haut Conseil des Camerounais de l'étranger. Ce Haut Conseil, quand il sera mis sur pied, pourra jouer ce rôle de fédérer notre diaspora. Parce que pour dialoguer, il faut avoir un interlocuteur. Vous pouvez pas avoir, vous parlez de 5 millions de Camerounais de l'étranger. Mais ces 5 millions, les 5 millions, c'est ceux qui sont inscrits dans les ambassades. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y a ceux qui n'ont même pas, qui sont en situation irrégulière, qui ne font pas partie. Il y a les binationaux ou ceux qui ont pris notre nationalité qui ne sont pas répertoriés là. Il y en a plus. Mais on ne va pas discuter avec 5 millions de personnes. Il faut donc que la diaspora, qu'on essaie de travailler à organiser cette diaspora pour avoir... Pour le moment, on n'a qu'une direction au sein du ministère des Relations extérieures. C'était une division à l'époque, maintenant c'est une direction. Ailleurs, on parle par exemple de tout un ministère dédié à la diaspora. Je pense que ça viendra. Je pense que en 2017, on est parti de la division en 2013, de la division à la direction. Je pense que ce n'est pas un problème, ça. Le chef d'État peut créer un ministère. Mais même si on crée un ministère, il faudrait absolument que notre diaspora s'organise, se regroupe. On ne peut pas, aucun gouvernement au monde ne peut parler avec des gens sans interlocuteur. Il faut un interlocuteur identifiable. Est-ce que c'est ce qui explique que cette diaspora ne puisse pas agir de manière plus efficiente, plus efficace dans notre pays? On va voir à travers certains tableaux, si la régie nous le permet. On va voir par exemple qu'en 2017, la diaspora camerounaise a transféré à peu près 185 milliards de francs CFA au Cameroun, une contribution au PIB 0,9%. Mais là encore, en 2017, c'est bien bas par rapport à ce que les autres pays proposent, notamment le Ghana, le Mali, les Comores et le Sénégal. Est-ce que c'est cette inorganisation, cette organisation approximative qui fait en sorte qu'on ne puisse pas tirer le maximum de cette diaspora? Non, notre diaspora, dans le cadre des transferts d'argent, fait plus que ça. En 2017, les chiffres de la Banque mondiale, c'est 590 milliards. Donc de 2005 à 2019, c'est 5 Et là, ce sont les chiffres du PNUD. Oui, j'ai les chiffres de la Banque mondiale reçus du MIRES. Donc, de 2005 à 2019, c'est 5 940 milliards que la diaspora camerounaise, à travers les transferts d'argent, a injecté. Bon, c'est vrai que c'est de l'aide aux familles. Absolument. Mais, sauf que ça joue aussi dans l'économie, puisque ces familles ne peuvent pas cet argent pour garder, ils consomment. Donc, ça joue dans l'activité économique et commerciale. Mais on aurait pu faire comme ailleurs, où cet argent est mieux canalisé et finance plutôt des projets d'investissement. Vous arrivez par exemple en France, une banque malienne à Château-Rouge, dans le 18e, où les Maliens mettent leur compte, ils ouvrent leur compte d'épargne, ils ne mettent pas leur épargne dans des banques françaises. Et l'État prend cet argent pour financer les projets d'investissement et garantir leur dépôt, moyennant une faible bonification. C'est leur manière à eux d'apporter leur contribution. On peut le faire, mais pour cela, il faut créer la confiance.
Il faut qu'il y ait la confiance. C'est pour ça que nous voulons aider le gouvernement à créer cette confiance-là. Parce qu'on voit bien que ce malaise-là... Il y a une crise de confiance, oui, il y a une crise de part et d'autre. Beaucoup plus du côté de la diaspora vis-à-vis du Cameroun. Oui, parce que pour le gouvernement, je pense que le gouvernement doit chercher... Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise? Parce que de plus en plus, on se plaint de ces Camerounais qui dénigrent le pays sur la toile. Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le manque d'écoute. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Il n'y a aucune organisation qui permet à un Camerounais de diaspora d'arriver dans ce pays et être accompagné. Donc, quand ils arrivent, beaucoup sont partis depuis très longtemps. Ils sont perdus. Il y en a qui veulent même aider. Ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça que vous voyez, depuis pratiquement 2 semaines, nous rencontrons les officiels pour présenter le réseau et leur dire ce que nous comptons faire. Parce que c'est un réseau de plaidoyer. Et pour plaider, il faut que les décideurs sachent que nous sommes là. Nous sommes les parlementaires. On peut quand même faire bouger les lignes. Nous essayons de le faire. Et je peux vous dire, ce n'est pas un secret que partout où nous avons été écoutés. Et je pense que ça peut être le début de quelque chose. Alors nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse. On a parlé de la diaspora. Elle a peut-être plusieurs visages. Et ce sont ces visages que Oswald Medung souhaite nous proposer dans ce zooming. Jusqu'à la fin des années 80, la diaspora camerounaise était essentiellement constituée d'étudiants boursiers et autres fils de familles de cadres. Depuis les années 90, ces visages se sont diversifiés, présentant aujourd'hui une véritable mosaïque composée de 4 millions d'âmes. Un chiffre que beaucoup remettent en question, aujourd'hui que les routes et les raisons au départ ne manquent pas. Ils ont investi les 5 continents. Avec 22,61% de candidats au départ volontaires, la France est aujourd'hui leur pays de prédilection, parmi 17% de personnes hautement qualifiées. Mais au demeurant, c'est une diaspora qui a généralement su tirer son épingle du jeu, partout où elle se trouve. Dans le lot, il y a d'abord ces cadres frais et moulus des grandes écoles qui ont trouvé en leur pays d'accueil respectif un terreau fertile à leur épanouissement professionnel. Dans l'éducation, les affaires, l'entrepreneuriat ou encore la santé, les ambassadeurs du 237 font l'unanimité et la fierté du pays. Ils sont d'ailleurs dans la plupart des cas les plus nombreux. Un chiffre pour illustrer cet état des choses. L'on estime à 45% le nombre de médecins d'origine camerounaise exerçant hors du continent. Certains sont aujourd'hui mondialement connus, dans des spécialités parfois très pointues. Les professeurs camerounais transmettent également le savoir dans les universités à travers le monde, avec une même aisance. Pour la plupart d'entre eux, ce sont des noms et des visages pas toujours très connus du grand public camerounais. Eux aussi pèsent lourd dans le contingent de la diaspora camerounaise, sans cesse croissant au fil des années. Les sportifs camerounais foulent aujourd'hui les parquets, les pelouses, les rings et autres tatamis du monde entier pour l'honneur du vert ou jaune. Leur aura de stars du sport et leurs résultats les gardent constamment sous le feu des projecteurs. La culture camerounaise a aussi ses valeureux représentants sur tous les continents. Les artistes musiciens, de plus en plus candidats au départ, restent également des plénipotentiaires du Cameroun à l'étranger. À travers leur voix et les instruments qu'ils affectionnent, ils font vibrer la planète au rythme des sonorités d'ici et d'ailleurs. Jusqu'ici, le tableau est presque idyllique. Ça aurait été trop beau. Et puisqu'il faut de tout pour faire un monde, il y a aussi ces Camerounais d'un autre genre. Une nouvelle vague qui contribue à coller à la diaspora camerounaise une image imprécise pour beaucoup, ambivalente pour certains. Bien que nettement moins nombreux que les exemples dont on peut être fier, ils sont ceux qui font le plus de bruit. Difficile de mettre le doigt sur leur champ d'action réel hors du pays. Ils s'illustrent par une présence quasi permanente dans les réseaux sociaux, devenu leur terrain d'expression pour des luttes partisanes et des règlements de compte. C'est la vague des migrants économiques, constituée d'activistes de tous bords, qui n'ont en commun que les revendications. Dans ce groupe de fils et filles prodiges, il y a aussi ces nés camerounais, qui portent d'autres couleurs désormais et peinent aujourd'hui à avoir un rapport physique avec la terre qui les a vus naître. Une véritable mosaïque en somme, fidèle là aussi à un pays dont la diversité constitue l'une des identités.
Et parmi ces Camerounais qui font la fierté de notre pays à l'étranger, on peut également citer Christian Ebeke, qui est Camerounais donc, et qui est âgé de 36 ans. Il est le premier Africain à occuper la fonction de directeur adjoint du bureau Europe du Fonds monétaire international à Bruxelles. Il y a donc comme ça une pléthore de Camerounais qui font rayonner notre pays à l'étranger, mais qui, par exemple, lorsqu'ils veulent rentrer au Cameroun, lorsqu'ils veulent même venir rendre visite à leurs parents, sont obligés de demander le visa. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une source de frustration? Tout à fait, tout à fait. Et comment votre réseau entend adresser ce problème-là? Nous plaiderons auprès du gouvernement. On peut imaginer que les Camerounais qui ont une nationalité autre que... Les Camerounais d'origine qui ont une nationalité autre que la nationalité camerounaise, effectivement, pour venir au Cameroun, à chaque fois, ils doivent prendre un visa. On pourrait imaginer que ces visas-là soient désormais des visas entrées multiples? Oui, entrées multiples sur un certain nombre d'années. On peut dire un visa pour 3 ans, plusieurs entrées. Ce sera déjà quelque chose. Hein? En attendant que cette histoire de double nationalité soit résolue. On va parler de la double nationalité tout à l'heure, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête sur cette question de visa que certains ne semblent pas avoir. Si on prend par exemple le cas des sportifs, on le sait, c'est un secret de polichinelle. Ils ont pour la plupart des nationalités autres que celles du Cameroun, mais lorsqu'ils viennent au Cameroun, ils n'ont pas de soucis. Ils ont tous des passeports camerounais. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les autres, peut-être parce qu'ils contribuent au rayonnement de notre pays à l'étranger, puissent bénéficier de ces avantages? La régie nous a permis de voir tous ceux qui émergent dans le domaine du sport, de la musique, de la médecine. Pourquoi ceux-là n'auraient pas droit à cet avantage-là? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que nous plaiderons, parce que nous avons... Quand on regarde le reportage, ce reportage d'ailleurs est très, très bien fait, nous avons des enfants qui excellent dans plusieurs domaines, qui sont des véritables ambassadeurs du Cameroun, qui sont même parfois connus ici, même dans la haute finance, dans tous les secteurs d'activité, même dans vos métiers de journalistes. Les meilleurs journalistes africains en Europe ou en France sont camerounais. Donc, nous avons des enfants talentueux. Et je crois que l'une des missions que nous avons, c'est de faire une banque de données de nos compatriotes. Nous allons les contacter, tous ces compatriotes-là. Essayer d'aller vers eux. Parce qu'on se plaint. De quels moyens vous disposez au-delà de votre volonté? Clairement affiché, de quels moyens disposez-vous pour faire suffisamment de lobbying pour obtenir toutes ces facilités-là? Le moyen le plus important déjà, c'est cette volonté dont vous parlez là. Nous sommes des Camerounais et nous estimons qu'il n'y a pas de raison que le Cameroun ne puisse pas profiter de l'immense talent de ses enfants. Il n'y a pas non plus de raison que les enfants du Cameroun ne puissent pas profiter d'immenses opportunités qu'offre notre pays. Vous avez tous les jours, des étrangers viennent au Cameroun, soit dans le monde des affaires, s'installer, s'investir, mais nous avons besoin de nos enfants. Et puis, nous sommes des parlementaires. Le problème, c'est que le parlementaire ne peut pas ne pas se préoccuper de ce qui concerne les citoyens de son pays. Le peuple camerounais se trouve à l'intérieur et à l'extérieur du client national. Donc, nous sommes engagés à le faire. Et Dieu merci, partout où nous sommes allés, que ce soit la présidence, que ce soit chez le Premier ministre. Quels sont les engagements qui ont été pris justement à ce niveau-là, au niveau des dirigeants? Parce que l'un des reproches que la diaspora fait généralement, c'est que lorsqu'elle arrive ici et propose des services, offre des services, elle ne parvient pas à obtenir un gain de cause. Si c'est des marchés, peut-être qu'elle ne les gagne pas, mais on se rend compte quelque temps après que ces mêmes marchés ont été passés à d'autres personnes, parfois moins outillées pour mener à bien la mission qui a été confiée. Ce qui est vrai. Tout comme on peut également se rendre compte que parfois, les Camerounais, comme ils sont très futés, ils passent par sous-traitance. C'est un expatrié qui est mis en avant, mais à la fin, on se rend compte que c'est le Camerounais qui fait le boulot. Justement, c'est le sens de toutes les audiences que nous obtenons là. C'est des points, des sujets que nous avons eu à toucher. Aussi bien chez le directeur cabinet civil qui nous a reçus, chez le secrétaire général de la présidence de la République, chez le Premier ministre, chez le MIRES.
Partout où nous sommes allés, nous avons posé ce problème. Nous sommes allés voir le ministre du Travail, de l'Emploi, qui nous a reçus pour lui dire, c'est vous qui donnez des visas, par exemple, pour qu'une entreprise recrute un étranger. Mais avant de donner le visa, même s'il n'y a pas de main-d'œuvre disponible localement, contactez-nous que nous essayons de mettre ensemble nos fichiers et nos banques de données, parce que si on n'a pas de main-d'œuvre disponible à l'interne, il peut en avoir dans la diaspora. La différence, c'est quoi entre un Camerounais et un étranger? C'est que le Camerounais y met un peu de son cœur. Il s'agit de son pays. Donc, c'est des plaidoyers que nous pouvons faire, madame. Nous ne pouvons faire que des plaidoyers, et même au niveau des entrepreneurs. Il est tout à fait normal que dans les marchés publics, qu'on puisse, par exemple, dire qu'on réserve 10 à 15% des marchés pour nos enfants qui sont à l'extérieur. Nous sommes allés voir le ministre aussi pour lui dire, dans le cadre de l'enseignement, puisqu'il est le ministre chargé d'enseignement professionnel, nous avons des Camerounais qui sont des enseignants, qui peuvent donner des cours à distance, dans des centres de formation professionnelle de l'État. Nous irons voir le ministre de l'enseignement supérieur pour lui dire que dans les universités camerounaises, nous avons des enfants qui sont des professeurs, des grands professeurs d'université, qui peuvent donner des cours. Nous irons voir le ministre des Mines pour lui dire, pour tout projet, parce que nous avons des gens des grands groupes qui gagnent des marchés ici. Et il faut qu'on mette un quota pour permettre à nos enfants de revenir. Nous avons des enfants qui souffrent, mais qui peinent en Europe pour avoir des stages académiques. Mais il faudrait qu'on leur permette de pouvoir... Nous irons même de pouvoir faire le stage ici. C'est déjà un premier pas. Alors, je voudrais juste signaler à votre suite que nous avons des réactions qui nous viennent grâce à notre direction des nouveaux médias. Nous avons des réactions qui nous viennent de la diaspora. Il y a des questions qui vous sont adressées. D'autres, c'est simplement des réactions au débat qui a cours en ce moment. Et donc, je voudrais bien que la régie nous permette de voir toutes ces réactions qui nous viennent. Mais en même temps, je voudrais que nous parlions également de cette épineuse question de la double nationalité. Lorsque nous préparions cette émission, vous nous disiez que tout est fin prêt, techniquement, que tout est fin prêt, mais qu'il y a des préalables. On va y revenir dans quelques instants. Juste le temps pour nous d'écouter les journalistes. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette question, de cette double nationalité? Michel Renaud-Ouanja leur a posé cette question. C'est dans le cadre de la rubrique édito. On se retrouve juste derrière. Je suis pour la double nationalité et cette question suscite en moi de réactions. Vous savez, il y a d'abord une réaction concernant une injustice qu'il y a lieu de réparer. Vous vous rendez bien compte qu'il y a des dirigeants de notre pays qui disposent d'une double nationalité et qui est utilisée à leur bénéfice. On aurait pu voir les parlementaires se pencher sur cette question parce que la loi est claire. Lorsqu'un Camerounais qui obtient la citoyenneté d'un autre pays, automatiquement il perd sa nationalité originelle. Les récents événements au lendemain de la présidentielle de 2018 nous ont suffisamment renseignés sur la mauvaise foi et les intentions malsaines de ceux de nos frères et sœurs qui ont choisi d'adopter une nouvelle nationalité en plus de leur nationalité camerounaise. Certains d'entre eux ont brillé par des actes suffisamment regrettables et suffisamment répréhensibles, notamment les casses des ambassades. Il y en a qui ont même sabordé, j'allais dire, violé les emblèmes nationaux. Vous avez vu des gens à Mondovision déchirer le drapeau, marcher sur le drapeau, pisser sur les effigies de la République du Cameroun. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que quelques-uns d'entre eux ont été interpellés pour répondre de leurs actes dans la justice camerounaise, vous avez vu qu'ils ont brandi tout de suite leur nationalité d'emprunt ou leur seconde nationalité. Ça, c'est connu de tous, c'est connu de l'opinion publique, c'est connu également de notre diaspora. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces Camerounais plus nombreux que ceux qui bénéficient de ces privilèges, qui plutôt ont besoin de la double nationalité? Il y a donc lieu aujourd'hui de réparer une injustice
qu'on ne peut pas laisser perdurer. Il faut qu'on évolue. On doit évoluer parce que nos frères qui sont à l'étranger, les Camerounais de la diaspora, ont toujours milité pour qu'ils participent au développement du pays. On est Camerounais, on obtient la citoyenneté de notre pays, on devrait être toujours Camerounais, on devrait toujours participer au développement du pays. Beaucoup de Camerounais se sont enfermés ou alors utilisent la nouvelle nationalité ou la double nationalité comme un paravent pour échapper à la justice du Cameroun. Raison pour laquelle, moi je dis que si la double nationalité doit faire en sorte que des gens agissent négativement, attaquent l'intégrité du Cameroun pour ne pas répondre de leurs actes, parce que protégés par la justice de leur pays, eh bien, nous devons protéger le Cameroun en disant non à la double nationalité. Fermer l'accès à la double nationalité aux Camerounais est une posture rétrograde. Il faut plutôt s'adapter, adhérer aux dynamiques de l'évolution du monde. Il faut revoir cette question pour que les Camerounais qui soient au Cameroun, qui vivent au pays, ou bien qui soient à l'étranger, contribuent au développement du pays. Alors, vous avez écouté les journalistes camerounais sur la question de la double nationalité. Il y a justement une question qui nous vient là de Marc Donald, qui lui pense que la double nationalité est un couteau à double tranchant. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas faire des cas particuliers, des généralités. Ce n'est pas tous les Camerounais qui ont pris une autre nationalité qui se comportent comme certains cas pointés du doigt. Non. Je pense qu'on ne perd pas sa nationalité parce que... Vous voulez parler de ceux qui ont mis à partir avec la justice? Oui, c'est une infime. Moi, je pense que c'est une infime minorité. Moi, je pense qu'on ne perd pas sa nationalité parce qu'on n'a plus une nationalité pour évoluer. C'est le sang du Cameroun qui coule dans les veines de ses enfants. Et c'est un atout supplémentaire. C'est un atout. Quand on a vu au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand il a fallu faire le plan Marshall, mais ce sont les ressortissants de l'Europe de l'Est qui avaient pris la nationalité américaine, qui ont pesé de tout le poids pour que l'Europe de l'Est soit reconstruite. Donc je pense que c'est un atout. Maintenant, moi je dis toujours, quand on m'interpelle, que quand un Camerounais prend la nationalité étrangère, il perd la nationalité d'origine. Si le président de la République décide aujourd'hui d'accorder la nationalité camerounaise à ceux qui ont pris une autre nationalité, c'est un acte politique, mais sauf que ce Camerounais devient, s'il avait pris une nationalité française, devient franco-camerounais. Alors, ça veut dire qu'il est binational. Binational, ça veut dire qu'il appartient à deux pays. Mais comment on gère ce citoyen qui appartient à deux pays? La question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir comment font les autres. Oui, mais les autres ont dû négocier. Pourquoi, lorsqu'il s'agit du Cameroun, on fait comme si c'était quelque chose d'extraordinaire? Non, je n'ai pas dit que c'est extraordinaire. Je dis simplement que c'est Comment font les Maliens? Comment font les Sénégalais? Comment font les autres? C'est pour dire que ce n'est pas une décision d'un claquement de doigts. Il y a, sur le plan technique, des choses à faire. Il faut négocier avec les pays. Mais qui vont être faites quand? Vous nous avez assuré, vous qui êtes du RDPC, vous nous avez assuré que sur le plan technique, tout est prêt. Oui. J'imagine que tout est prêt depuis longtemps, mais les Camerounais vont attendre pendant combien de temps? C'est un point d'opportunité, ça va être fait. Je pense que la double nationalité, on l'accordera aux Camerounais. Quand? Je ne peux pas vous dire quand. C'est une décision du chef de l'État. Mais je vous dis, sur le plan technique, tout est fait. Mais c'est vous qui parlez encore de préalable. Non, je parlais de préalable pour dire qu'il fallait préparer. Quand je parle sur le plan technique, il faut préparer. Il faut préparer tout ça. On pensait que juste après le grand dialogue, parce que nous l'avons demandé, le président de la République devait décréter. C'est un décret qui prend, mais comment on l'applique? Je vous ai dit, il y a un journaliste qui a parlé à un Camerounais. Si un Camerounais a la nationalité française, il arrive au Cameroun, il a des problèmes avec la justice. La France peut le réclamer. Si en France, il a un problème avec la justice française, le Cameroun peut le réclamer parce qu'il appartient aux deux pays. Il n'y a pas de coopération possible? C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder tous ces tests-là pour voir. Là où il n'y en a pas, on essaye de le mettre en place. Parce qu'il faut savoir comment on le gère. Comment vous gérez un enfant qui a deux pères? Vous le gérez comment? C'est de ça qu'il s'agit. Vous le gérez comment? Quand on est américain et qu'on a une autre nationalité, même si vous travaillez dans votre pays d'origine et que vous avez la nationalité américaine, vous payez vos impôts aux États-Unis.
Alors, on ne va pas taxer un citoyen 2 fois, au risque de prendre tout ce qu'il gagne. Alors, comment j'ai ça? Moi, je vous ai donné l'exemple hier. Je vous ai dit, quand vous regardez, vous avez un immeuble qui a 6 appartements. Nous tous, nous achetons des appartements dans cet immeuble-là. Comment j'ai l'espace commun? Comment j'ai la porte d'entrée? Comment j'ai le gardien? Qui le paye? Quand il y a une ampoule qui est grillée au niveau du couloir, qui paye? Mais on met sur pied ce qu'on appelle les règles de copropriété. C'est la même chose pour un citoyen qui a plusieurs... D'abord, il y en a qui ont plusieurs nationalités, 2, 3 nationalités. Il faut négocier avec les différents pays. Vous n'êtes pas sûr que ce que vous obtiendrez avec les Français, les Belges vont l'accepter, les Anglais vont l'accepter, les Américains vont l'accepter. Donc, c'est tout ce travail qu'il fallait faire au préalable. Et je dis, sur le plan technique, aujourd'hui, le ministre des Relations extérieures nous l'a dit, sur le plan technique, tout est OK. On attend que le chef de l'État prenne la décision. Et je crois que ça va être fait. Ça va être fait. Parce que c'est les enfants du Cameroun. On ne peut pas repousser d'un revers de la main. Ces enfants, c'est un atout pour notre pays. Alors, je voudrais que nous répondions à une autre question qui nous vient de Achille Francis Elé Fama, je pense que c'est ça son nom, qui demande que votre réseau, qui souhaite que votre réseau contribue à la création des conditions politiques et juridiques permettant d'optimiser les échanges entre la diaspora et le Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, encore une fois, nous sommes... Je prendrai toutes ces questions qui sont posées là, on va les prendre en compte. Mais nous sommes dans le plaidoyer. Le parlementaire a 2 missions qui sont reconnues essentiellement. C'est légiférer et conclure l'action gouvernementale. Mais il y a une 3e qui est l'accompagnement du gouvernement. Nous sommes dans l'accompagnement. Tous les problèmes qui se posent à la diaspora, c'est le gouvernement de la République qui gère la cité qui peut répondre. Notre rôle de parlementaire, c'est d'interpeller le gouvernement, d'accompagner le gouvernement, pour amener le gouvernement à mieux comprendre sa diaspora et faire en sorte que nos Camerounais de la diaspora comprennent aussi le fonctionnement du pays. Comment vous allez procéder pour capter toutes ces énergies positives-là? Ben, nous irons vers nos compatriotes. Après avoir fini avec les institutionnels, nous irons voir le JICAM, toutes les organisations patronales qui existent là, parce que nous avons besoin d'eux. Vous avez dans les opérateurs économiques d'un certain niveau qui sont dans le JICAM, beaucoup ont été dans la diaspora, ils sont revenus. Ils ont réussi à se battre pour se faire une place. Nous irons vers eux pour leur dire, servez de tuteurs pour nos enfants, pour vos frères et ceux qui sont encore là-bas. La diaspora a besoin d'exemples, de modèles. Et nous irons aussi vers la diaspora pour leur dire, votre positionnement doit aussi être stratégique. Ne vous positionnez pas comme des donneurs de leçons. Non. C'est ça qui fait que, quand vous entendez souvent certains commentaires, les gens, ceux qui sont sur le terrain, là, ont l'impression que c'est la diaspora leur donne des leçons et tout. Non. Vous maîtrisez beaucoup de sujets, vous êtes outillés, vous avez un savoir-faire important pour le pays, mais vous n'avez pas la réponse à tous les problèmes du pays. Ceux qui sont sur le terrain, vous leur devez respect et considération parce qu'ils se battent jour et nuit pour que le pays reste debout. Chacun d'entre vous, même vous-même qui êtes là, madame, vous avez eu une occasion de partir. Chacun a eu une occasion de partir. Vous êtes resté pour vous battre pour le pays. Ceux qui sont de l'autre côté doivent vous respecter. Mais venir maintenant en se disant nous allons à la rencontre de nos frères et sœurs qui ont autre chose que nous n'avons pas, la maîtrise de l'environnement. Aucun développement ne peut se faire sans maîtrise de l'environnement. Il faut travailler pour que la mayonnaise prenne. Ce sera une force terrible pour notre pays. Donc c'est un peu ça. Nous irons vers eux. Et nous parlons à tout le monde. Vous parlez du RDPC tout le temps, mais non. Vous parlez également à ceux qui sont engagés dans une campagne de désinformation, de dénigrement du pays, une campagne qui fait mal à notre pays, à tous les niveaux. Vous leur parlerez également à tous ceux qui sont installés dans les réseaux sociaux et qui, à longueur de journée, distillent toutes sortes, j'ai envie de dire, de venin contre les enfants du Cameroun. Le pays. Vous allez leur parler, oui. Vous parvenez à les convaincre? On fera ce qu'on peut. S'ils viennent vers nous, nous les accueillons, mais nous irons. Nous ne voulons pas exclure un seul enfant du Cameroun. Tous les enfants du Cameroun ont vocation à porter leur contribution pour le développement de ce pays. À condition qu'on les accepte. À condition qu'on crée des conditions. Oui, il faut créer les conditions. À condition qu'on crée des cadres pour qu'ils puissent s'exprimer et évoluer normalement. Notre ambition, c'est de faire en sorte que tous ceux qui veulent s'investir, qu'ils aient la possibilité. Que ceux qui ne viennent pas, que ce soit un choix personnel. Travailler à lever toutes les barrières, à lever tous ces blocages inutiles
travaille peut-être aussi à créer un cadre législatif qui leur permet d'évoluer et non seulement un travail de réseau qui, à un moment, peut simplement se limiter à ce qu'il est, un simple travail de réseau. Le réseau ne peut pas tout faire, mais au moins on interpelle et après le gouvernement. Nous irons vers eux les écouter d'abord, parce que on ne peut pas, vous ne pouvez pas parler des gens sans les écouter. Vous ne pouvez pas parler des personnes sans les écouter. Nous irons vers eux les écouter. Nous sommes les parlementaires, nous venons vous écouter. Est-ce que vous pensez que le pays fait assez pour vous? Oui ou non? Non. Pourquoi? Comment pensez-vous que le pays peut faire pour vous aider à apporter vos contributions? Quels sont les sujets qui vous préoccupent? Nous reviendrons dire au gouvernement, voilà ce que nous avons ramené. Sans entourloupe, sans piège. Non, non, du tout. Vous le promettez? Mais bien sûr. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour parler de santé. Les hôpitaux cherchent désespérément les malades depuis quelques semaines déjà, notamment depuis la survenue de la pandémie du coronavirus. Les structures sanitaires sont désertées. Les patients craignent d'être contaminés au Covid-19 et c'est un constat qu'a fait Barbara Padjama. Et c'est un zooming dans cette édition de Scène de Presse. Nous avons terminé. Jusqu'à la fin des années 80, la diaspora camerounaise était essentiellement constituée d'étudiants boursiers et autres fils de familles de cadres. Depuis les années 90, ces visages se sont diversifiés, présentant aujourd'hui une véritable mosaïque composée de 4 millions d'âmes. Un chiffre que beaucoup remettent en question aujourd'hui. Vous voyez comment les banques sont vides. Habituellement, quand vous venez ici par heure, vous devez avoir au moins 50 mamans qui attendent encore là. Julienne, plus de 30 ans dans une blouse blanche, n'a jamais vu pareil en pédiatrie externe. Même le pic des vaccinations a chuté drastiquement. Depuis que le corona a commencé, vous venez m'a dit, 13 heures, les banques sont vides. Il n'y a plus personne. Alors que par le passé, on vaccinait jusqu'à 16 heures. On pouvait vacciner 300 bébés. Le constat est amer. C'est la carence totale des rendez-vous ici à l'hôpital gynéco de Yaoundé. Les salles d'attente, d'habitude très fréquentées, sont à l'abandon. Natacha s'en souvient. Ça mettait plus de temps, il y avait plus de monde. Maintenant, je crois qu'il y a moins de gens, ça a diminué. On est reçu plus rapidement. Bébé Roche ne lui donnera plus de sueur froide grâce aux résultats négatifs de son test de paludisme. Le déplacement en valait la peine. Les pavillons pédiatrie et gynécologie sont les plus affectés dans les centres hospitaliers. On est à moins de 35% de taux d'occupation des lits. Donc actuellement, nous souffrons de l'absence des malades. Réticents, la peur au ventre, des patients se rapprochent discrètement des médecins pour chercher rassurance. J'ai eu à recevoir plusieurs cas réticents par rapport à l'affaire coronavirus. Pour une visite prénatale ou pour une consultation pour enfants, l'hôpital conseille de ne rien négliger. D'autres maladies peuvent surgir. On doit créer des comités de sensibilisation au quartier. Sinon, on risque après ça entrer dans une phase d'épidémie, des maladies qu'on avait cru qu'on avait déjà évitées. Visite ou pas visite, le cordon entre l'hôpital et ses patients reste. Retour sur le plateau de Scène de Presse et nous parlons donc de santé, vous l'imaginez bien. Et sur le plateau avec moi, le professeur Pierre Ngolo Zogo, qui est le vice-président du Conseil scientifique de lutte contre le Covid-19. Bonsoir, professeur, et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Madame Benga. En face de vous, Joseph Mbengboum, qui est le directeur de publication de l'hebdomadaire Éco-Santé. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce, bonsoir professeur et bonsoir également à vos téléspectateurs. Bonsoir Monsieur Ben. Alors, professeur, vous avez écouté ce reportage de Barbara Padjama qui dit que les hôpitaux sont de plus en plus désertés. Les Camerounais ont peur d'aller à l'hôpital, de peur d'être contaminés. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils se trompent. Ils ont tort? Ils se trompent. Si l'on est malade, l'hôpital reste l'un des lieux les plus sûrs pour éviter de se contaminer. Et si l'on est malade et qu'on a besoin de son médecin, on doit se rendre dans les hôpitaux parce que toutes les mesures ont été prises pour que l'hôpital soit l'endroit le plus sûr, éviter que les contaminations se produisent au niveau de l'hôpital.
le message doit être redit à chaque fois. Si nous désertons nos hôpitaux parce que nous avons peur de la Covid, le nombre de décès dus au Covid ou aux conséquences de la Covid sera plus élevé. Il vaut mieux pour tous ceux qui ont besoin d'aller à l'hôpital y aller parce que le gouvernement a mis en place des centres spécialisés et lorsque même dans des hôpitaux il y a des unités d'isolement, celles-ci sont en dehors de l'hôpital en tant que tel. Donc les hôpitaux sont sûrs, ceux qui ont besoin de consulter leurs médecins peuvent se rendre dans les hôpitaux, ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Professeur, tout à fait entre nous, est-ce que toutes les dispositions ont été prises, par exemple au niveau du dispatching, pour que les malades qui arrivent soient orientés dans des services spécialisés sans risque de contaminer les autres? Parce que lorsqu'on apprend qu'un médecin est décédé de suite de Covid, qu'une infirmière est décédée de suite de Covid, il y a de quoi avoir peur. Si les médecins et les infirmiers décèdent de suite de Covid, donc probablement contaminés à l'hôpital, il y a de quoi réfléchir par 2 fois avant de prendre la route de l'hôpital. Alors, si l'on fait son coma diabétique et que l'on a peur d'aller à l'hôpital par peur de Covid et qu'après on va mourir de son coma diabétique, il faut dans toute chose raison garder. Il y a eu des moments de panique, mais l'une des premières consignes et toutes les formations qui ont été organisées avaient pour but de mettre en place des stratégies et des activités claires de prévention et de contrôle des infections au niveau des formations hospitalières. Ces formations continuent. Il y a eu au tout début un mouvement de panique, il faut l'admettre, parce que tous les services n'étaient pas bien préparés. Mais là, nous parlons maintenant au passé, parce que en fonction de la progression, progressivement, la stratégie a été déployée et aujourd'hui, nous n'avons pas de situation documentée d'une contamination d'un patient en milieu hospitalier. Il est important de faire remarquer que la majorité des contaminations se sont faites en dehors de l'hôpital. Est-ce que les médecins, est-ce que les infirmiers ou les infirmières vivent dans la société? Oui, ils vivent dans la société. Ils peuvent tout à fait se contaminer dans leur milieu familial. Les contaminations en milieu hospitalier ont probablement eu lieu dans certaines circonstances où des malades en particulier chez qui on n'avait pas encore fait le diagnostic ont été pris en charge au tout début. Mais après, la consigne était claire que tout malade venant à l'hôpital pouvant être suspect de Covid, il fallait porter les équipements de protection individuelle. Et dans toutes les unités de prise en charge aujourd'hui, nous n'avons pas de preuve que ceux qui prenaient en charge des malades connus comme Covid aient été contaminés. Voilà ce que les chiffres nous disent. Effectivement, la crainte de la maladie ou l'impréparation d'un certain nombre de personnes ou des réactions. Tout à l'heure, quelqu'un évoquait le venin que propagent certains réseaux sociaux. Il y a eu des activités de sabotage des hôpitaux publics dans les réseaux sociaux qui ont eu un effet néfaste, il faut le reconnaître. Alors, professeur, je voudrais donc que nous entrions maintenant dans le vif du sujet, notamment en ce qui concerne les protocoles de soins qui ont été arrêtés par le Conseil scientifique et donc qui s'adressent à toutes les personnes testées positives au Covid-19. Mais il y a donc, je ne vais pas parler de polémique, mais une discussion qui enfle de plus en plus sur le cas des malades asymptomatiques ou alors des personnes asymptomatiques. Est-il nécessaire de mettre les personnes asymptomatiques sous traitement? Alors, si oui, pourquoi? Le choix qui a été fait par le Conseil scientifique est de traiter tous ceux qui sont testés positifs. Voilà une maladie qui apparaît. Nous savons qu'elle peut évoluer. Nous avons, dans l'observation des cas particuliers au Cameroun, des personnes testées positives asymptomatiques qui se sont aggravées.
et certains ont été récupérés à l'article de la mort. Alors, si vous êtes testé positif, je vous dis, Madame Benga, restez à la maison, ne sortez surtout pas et restez là à vous morfondre et attendre que si votre cœur se met à battre la chamade ou si vous commencez à étouffer, à ce moment-là, venez à l'hôpital. Ce n'est pas raisonnable dans notre contexte. Et l'option qui a été prise a été de dire, nous voulons éviter que le nombre de malades augmente au Cameroun. Et donc, ceux qui ont pu être testés positifs, il faut leur donner un protocole de soins qui va permettre de diminuer non seulement le risque de contagiosité, c'est le principe du contrôle de la source, au même titre que le masque qui est promu. Si on diminue le réservoir, vous devenez moins contagieuse pour votre entourage et pour les autres, et nous réduisons le risque, n'est-ce pas, pour vous de vous aggraver. Et nous avons, au tout début, laissé les asymptomatiques sans traitement mais en isolement, et nous avons constaté qu'il y avait une bonne proportion d'entre eux qui s'aggravaient et certains sont morts au tout début de la pandémie. Donc c'est sur cette base-là que la deuxième révision des protocoles de soins a décidé que chaque personne testée positive au Cameroun doit recevoir un traitement. Le traitement est en plusieurs paliers. Ce n'est pas le même traitement pour tout le monde. Celui qui est asymptomatique ou qui est paucisymptomatique ne va pas recevoir le même traitement que celui qui est en train de présenter des signes de détresse respiratoire ou bien celui qui a besoin de l'assistance respiratoire. Mais sauf que certaines personnes disent avoir été testées positives et n'avoir reçu aucun traitement, aucun soin, mais avoir été testées négatives 2 semaines après. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, nous allons revenir à l'explication de ce qu'est la COVID. La COVID est due à un virus. Ce virus, vous êtes en contact parce que vous avez été dans un environnement où il y a des aérosols contenant des virus. Votre organisme peut réagir et éliminer ce virus. Ça, c'est la première étape. Mais il peut également se passer que dans la réaction immunitaire, vous arrivez à la phase où il y a le fameux orage cytokinique qui va rendre fou votre système immunitaire. Vous allez avoir des perturbations de votre système de coagulation. Vous allez commencer à faire des caillots et ces caillots peuvent se localiser dans vos poumons, dans votre cerveau, dans vos reins ou dans votre foie. Et à partir de ce moment-là, vous passez dans une autre phase et comme tout orage, personne ne peut prédire les conséquences de l'orage. Et on ne peut donc pas dire parce que j'ai été testé, il y en a qui arrivent à le gérer, mais on ne peut pas prédire que si on met 10 personnes, ces 10 personnes, elles vont rester asymptomatiques. Et on ne peut donc pas prendre le risque de ne pas les soigner. Et c'est cette décision-là que le Conseil scientifique a prise. De l'autre côté, il y a également des patients qui ont commencé à être asymptomatiques, puis se sont aggravés. Donc, la discussion... Vous parlez de 10 à 15% par exemple dans le Alors, les pourcentages, c'est très bien, mais dans la réalité, lorsque vous avez un patient en face de vous, vous lui dites restez à l'isolement à la maison, ne faites surtout rien, attendez que vous alliez mal, vous imaginez les conséquences en termes d'angoisse. Rien que la perte de sommeil peut déclencher une tachycardie, peut faire décompenser un diabète, peut faire décompenser une hypertension artérielle. Il s'agit d'une logique de prise en charge d'un patient. Je ne peux pas avoir en face de moi une personne malade qui consulte un médecin et le médecin lui dit « Ah bon, allez rentrer à la maison ». Ça a été une logique au départ. Nous avons décidé de la corriger et aujourd'hui, la consigne au niveau de l'Afrique est de dire traquer, tester et traiter. Et c'est une décision prise au niveau de l'Afrique et on voit qu'elle porte du fruit. C'est ce qui permet, dans le cas particulier du Cameroun, de constater que nos chiffres ont commencé à baisser, de constater que la mortalité au niveau de l'Afrique reste en deçà de la mortalité au niveau global. Et donc, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de se priver lorsque surtout nous savons que les médicaments actuels que nous proposons dans ce protocole pour les asymptomatiques ont très peu de risques pour notre population. Oui, moi je voudrais revenir sur effectivement le test.
actuellement, il y a un autre débat qui est né depuis le tweet du ministre de la Santé parlant du test lors des déplacements. Nous savons que de plus en plus, l'espace aérien camerounais est ouvert aux ressortissants étrangers et que nous savons qu'il exigeait de présenter un certificat de test de la Covid qui soit négatif datant de 3 jours. Seulement, on se demande aujourd'hui, pour des voyageurs au Cameroun, effectivement, où est-ce qu'ils font le test? Est-ce que ils doivent aller dans tous les centres de prélèvement et surtout que le test a une validité de 3 jours? Comment s'est organisée la problématique des tests aujourd'hui au Cameroun? Alors, la problématique des tests au Cameroun a beaucoup évolué. Nous sommes partis d'une phase où il y avait une relative rareté des tests et nous n'avions qu'une option, c'était les tests PCR. Il fallait faire les prélèvements, il fallait les envoyer dans des laboratoires spécifiques et ça prenait le temps que ça prenait pour aller vers des tests rapides qui sont des tests antigéniques dont la sensibilité et la spécificité ont été évaluées. Et avec ces tests-là, on peut rapidement avoir les résultats de son test au bout de 30 à 45 minutes. sont un agrandissement de l'offre, mais également, pas seulement en termes techniques, mais également en termes de sites. Il y a une liste de sites disponibles. Donc, celui qui veut voyager, qui a besoin d'un test, va vers un de ces centres, il fait son test, le test est certifié par un médecin, il le présente à son agence de voyage ou à la compagnie aérienne, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un détail et ces tests sont gratuits, ils ne sont pas coûtants que vous voyagez ou que vous le fassiez parce que vous avez des soucis de santé. Donc il y a eu une nette amélioration et les tests, ce que nous constatons également aujourd'hui, c'est que le taux de tests positifs est également en train de diminuer, mais les tests sont de plus en plus disponibles pour ceux qui souhaitent se faire tester. Alors, professeur, je voudrais que nous revenions un peu sur les cas de contamination et ces asymptomatiques. On dit généralement, vous me corrigerez si je me trompe, que seuls 70% à 80% de personnes en contact avec le virus vont faire la maladie, soit de manière légère, soit alors ne la feront pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous faites de ces 80, de ces 70%-là? Est-ce que vous les mettez sous traitement également ou alors on laisse passer? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la décision est la suivante. Lorsque l'on raisonne avec, en situation de médecine individuelle, je suis votre médecin, vous m'avez consulté parce que vous vous plaignez de quelque chose, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous consulter et ne pas vous soulager. J'ai prêté un serment qui m'oblige de prendre soin de vous. Ça, c'est une première situation. La deuxième situation, en termes de santé publique, il y a des décisions qui sont prises avec une volonté, avec une finalité de santé publique. Au départ, l'enjeu était pour le Cameroun d'essayer d'endiguer l'épidémie, c'est-à-dire qu'elle essaye de rester dans les poches où la maladie s'est déclarée. Ces points d'éclosion, nous n'avons pas totalement réussi à les maîtriser. La maladie s'est répandue, les nombres ont augmenté. Comment nous continuons dans cette phase-là où le nombre de cas augmente? C'est de diminuer la source. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a imposé le masque. Le masque permet de contrôler la source des virus parce qu'ils sont dans les postillons, le virus est dans le postillon. On a fait ce choix-là. Maintenant, celui qui s'est senti en contact, qui vient se faire tester? C'est celui qui sait qu'il a été en contact avec quelqu'un qui est malade ou qui se doute de quelque chose. On le teste. Il est dans une logique où quelqu'un à côté de lui a été malade. Il a vécu ça. Il sait ce que c'est la maladie. Comment vous lui expliquez qu'il est positif et vous ne lui donnez rien? Parce que vous voulez observer comment il va se dégrader. Donc, nous savons en plus sur le plan de la santé publique qu'en le traitant, nous allons diminuer la quantité de virus. Et si nous diminuons la quantité de virus qui circulent au Cameroun, nous allons aplatir cette courbe et le Cameroun peut continuer son effort de développement. C'est ce choix-là qui a été fait et je pense que nous avons des bonnes raisons de rester optimistes parce que nous avons une courbe qui n'est pas celle qu'on nous a prédit
Et nous voyons une courbe qui est en train de descendre. Voilà les raisons qui ont justifié ce choix-là. Maintenant, les pourcentages, lorsqu'on les donne, c'est lorsqu'on a fini d'observer qu'on le dit. Vous savez bien que ces chiffres ont été à l'objet d'une polémique entre deux puissances en disant ces chiffres-là ne sont pas vrais. Effectivement, lorsque vous prenez des gens qui ont plus de 50 ans, les 80% dont vous parlez, c'est pas forcément vrai. Donc, quand ça arrive dans votre famille, les 80% ne veulent rien dire. Donc, il s'agit, dans une logique d'aller de manière conjointe avec une logique de santé publique et une logique de soins à des individus. Alors, je voudrais que nous parlions également de la pharmacopée traditionnelle. Joseph, on a parlé de protocole de soins, c'est vrai, mais nous sommes pas allés dans les détails. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites de la pharmacopée traditionnelle dans vos protocoles de soins. On a entendu dire la semaine dernière qu'il y a une procédure de certification qui a été mise sur pied par le conseil scientifique. De quoi s'agit-il exactement? Sur quoi repose cette certification? Alors, les médicaments traditionnels sont assez complexes. Vous pouvez avoir le médicament qui est fabriqué pour vous de manière individuelle. La grand-mère qui soigne l'infertilité ou qui veut que son fils ait un garçon peut préparer un mets particulier destiné à un couple pour qu'il soit fécond. C'est une préparation spéciale. Il y a d'autres plantes ou d'autres écorces d'arbres qui peuvent être mises en poudre et qui vont être commercialisées. Si on doit commercialiser ce médicament traditionnel qui a à ce moment-là dit amélioré, il faut que la personne qui produit ce médicament obtienne une autorisation de rendre ce médicament accessible dans les pharmacies. Donc il y a une procédure. Au niveau du ministère de la Santé publique, il y a une commission nationale du médicament et il y a une sous-commission chargée, n'est-ce pas, de la mise sur le marché des médicaments traditionnels améliorés. Donc il y a une procédure avec un dossier administratif et une partie technique pour s'assurer que lorsque Ongolo affirme donner telle écorce aux personnes, c'est bien cette écorce-là et que c'est une écorce qui est reconnue sociologiquement ou sur le plan ethnographique comme soignant la maladie en question. Donc il y a une procédure qui a été validée par l'Organisation mondiale de la santé avec un partenariat avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui permet d'accompagner tous ceux qui sont des tradithérapeutes qui veulent mettre leurs médicaments dans les pharmacies. Et donc, il y a une procédure. Cette procédure-là en œuvre. Revenons à la situation de la COVID au Cameroun. Il y a un certain nombre de collègues ou de tradithérapeutes ou de naturopathes ou d'herboristes connus qui ont développé un certain nombre de produits, qui les ont commercialisés, parfois sans toujours respecter cette procédure, mais comme elles soignaient déjà les personnes ont pris ces médicaments. Il s'agit donc maintenant de regarder de manière rétrospective ce qui a été fait pour essayer d'apporter une réponse scientifique sur l'efficacité. Cette procédure est en cours avec une commission spéciale que le gouvernement a mise en place au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour valider de manière régulière le médicament développé par Monseigneur Samuel Cléda. Il y a une procédure également à l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales pour d'autres tradithérapeutes ou d'autres médecins qui ont développé des procédures. Il s'agit d'un processus de validation avec un chemin parfaitement tracé. On va quand même citer quelques noms. Vous avez parlé de Monseigneur Samuel Cléda avec l'Elixir Covid, l'Atsac Covid. Il y a également le Ngoulbetara du groupe RIRCO avec le docteur Peyundi Samba ou encore le Korocure du docteur Eloge Nyang. Donc, il y a un certain nombre de choses, de médicaments qui ont été proposés et qui méritent peut-être votre attention, vous, au niveau du conseil scientifique. Joseph? Oui, je voudrais justement revenir sur le processus. Ce que nous savons, c'est qu'il est demandé aux praticiens, aux naturopathes, de produire un test de non-toxicité de leurs médicaments, de produire également un test d'efficacité et également un protocole de recherche. Et quand on essaye de se rapprocher de l'IMPM, dont vous avez parlé tout à l'heure, on se rend quand même compte qu'il y a des frais à débourser
auprès de ces institutions. Ce ne sont pas des tests qui sont faits gratuitement. Et à la fin, on se rend compte que pour un praticien qui n'a pas beaucoup de moyens et qui n'a pas fait beaucoup d'études, il devient quand même difficile de pouvoir à lui seul faire tout cela. Est-ce que le conseil scientifique est où dans ce mécanisme d'accompagnement qui est mis aujourd'hui, par exemple pour le médicament de Monseigneur Cléda, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour permettre à ce que, quand quelqu'un a un médicament qui est utilisé, qui commence à faire ses preuves, que le gouvernement l'accompagne réellement? Qu'est-ce que le conseil scientifique dit par rapport à cela? Le conseil scientifique a tout simplement rappelé des principes qui sont en place depuis. Je vous ai parlé de la commission du médicament et de la procédure. Il s'agit tout simplement de permettre aux acteurs dans le secteur productif de faire ce qu'est leur travail. En ce moment, la Covid apparaît, c'est une maladie nouvelle. Personne ne peut revendiquer avoir un médicament qui traite la Covid. Ceux qui sont honnêtes, parmi ceux que vous avez cités, disent clairement « Nous avons utilisé un médicament que nous utilisions déjà pour voir si ce médicament marche sur la Covid. » C'est ce qu'ils ont fait. Mais certains de ces médicaments existaient déjà. Mais ceux qui ont fait des découvertes spécifiques pour cette maladie, il faut qu'ils apportent la preuve de ce qu'ils affirment. Et à ce moment-là, la responsabilité n'est pas la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement accompagne, crée les conditions. L'IMPM fonctionne avec des chercheurs qui sont des fonctionnaires. N'est-ce pas? Lorsque moi j'affirme que j'ai découvert quelque chose, je dois apporter la preuve de ce que j'ai découvert. Nous ne devons pas changer de rôle. Le gouvernement a décidé d'accompagner, de soutenir les uns et les autres. Maintenant, attendons que cet effort d'accompagnement nous dise quelle est la réalité de l'efficacité de ces médicaments-là. Oui, professeur, parlons de l'efficacité. Nous savons, par exemple, si nous prenons le cas du médicament de Monseigneur Cléda, nous savons tout ce qu'il a utilisé dans des formations sanitaires confessionnelles et ce n'est pas le cas dans le public. Mais nous savons que ce sont les mêmes médecins formés dans les mêmes facultés de médecine qui soignent non seulement dans les formations sanitaires confessionnelles et qui se retrouvent parfois dans le public. Comment comprendre qu'on laisse que le médicament soit utilisé en milieu confessionnel ou privé laïque, mais qu'il ne soit pas utilisé en milieu dans les formations sanitaires publiques? Alors, alors que ça utilisé sous cap. Il ne s'agit pas d'utilisation sous cap, n'est-ce pas? Dans la démarche actuelle au niveau global, il y a un canevas pour valider un certain nombre de médicaments traditionnels efficaces dans le cas de Covid. Il y a un certain nombre de directives qui ont été établies pour valider ce genre de médicaments-là. Et lorsque vous dites que le médicament de Monseigneur Cléda n'est utilisé que dans les formations confessionnelles, je vais m'inscrire en faux. Je vais vous demander d'être juste un petit peu patient. Les résultats des audits qui ont été commandités par le gouvernement seront rendus publics. Les résultats seront rendus publics et vous découvrirez. Alors, pour revenir à la recommandation LMS, c'est de dire, s'il y a un protocole standard et que l'on veut tester un médicament traditionnel, le médicament traditionnel est rajouté au protocole standard. Et dans le cas du Cameroun aujourd'hui, le protocole standard nous a quand même permis, il faut le reconnaître, de maintenir notre taux de mortalité à moins de 2,5%, nous a permis de diminuer le nombre. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui dire à quelqu'un on va le traiter sans tenir compte de ce qui marche déjà. Donc c'est en ajout que l'on va utiliser ces médicaments et on va voir quelle est la valeur ajoutée de ces médicaments. C'est ce principe de précaution en santé publique que le gouvernement et que les médecins, nous sommes dans les formations sanitaires. Je vous ai bien dit tout à l'heure que si votre grand-mère veut vous donner un médicament et vous le donne, elle ne va pas dire qu'elle va le mettre à la pharmacie pour que tout le monde l'utilise. Donc, tout de suite, à partir du moment où vous rentrez dans le médicament, il y a une responsabilité de l'État de protéger la santé. Donc, il faut pouvoir valider et assumer, parce que si demain un médicament est mis sur le marché et il est dangereux, c'est la responsabilité de santé publique de l'État qui sera mise en jeu. Place à la revue de presse, une signature de Régine Gladys Le Bouddha.
Décret salvateur dans la presse cette semaine. Paul Biya revalorise les pensions vieillesse, invalidité et décès dans Cameroun Tribune. Geste d'une haute portée humanitaire au bénéfice de 115 000 pensionnaires de la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'augmentation de 20% gonfle des questions, les feuilles de mutation. Le décret du président concrétise l'une des 18 mesures d'assouplissement prises le 29 mai dernier. Mais à quand l'application ? Ça ne va pas tarder, répond Cameroun Tribune au sortir d'une interview avec le directeur général de la CNPS. L'institution est prête à décaisser dès le mois d'août, comme l'ordonne le président. Effet quasi immédiat donc, comme l'extension de l'âge de départ à la retraite du personnel médical. Cameroun Tribune partage l'euphorie des bénéficiaires dans un dossier spécial de 4 pages. Le jour en profite pour relever l'iniquité dans le traitement des personnels de santé. Le journal crée même un décret à géométrie variable. N'empêche, les bistouris sont en fait la perfusion du président remonte le moral d'un personnel médical au cœur de nos vies par ces temps de pandémie. Le Covid reste au centre de l'actualité. Ses revers sur l'économie ont la clarté d'une boule de cristal dans mutation. Les scénarios de la BAD oscillent entre panique et accalmie selon l'avancée du coronavirus. Si la crise fléchit en juillet, le Cameroun peut espérer finir l'année à moins 0,8% de croissance. Mais si jamais la fièvre du Covid frôle décembre, la croissance va s'affaler dans les moins 2% d'ici la fin de l'année. Et comme un écho à ces 2 tableaux, le jour annonce la baisse de 15% des produits d'exportation en zone CEMAC. Des perspectives pessimistes que viennent adoucir quelques appuis financiers. Dernier versement dans la besace anti-Covid, 6 milliards de francs CFA de l'Union européenne. En interne, les députés ont versé du cash dans le fonds de solidarité. Mutation à compter 100 millions de francs CFA remis au Premier ministre à la clôture de la session de juin. Au verso du Covid, le cri de colère des footballeuses se fait strident dans le jour. Pandémie oblige, a dû réajuster son calendrier en annulant purement et simplement la CAN féminine 2020. Sexisme, injustice, marginalisation, des mots indignés posés sur la déception des joueuses de football. Elles, qui devront rester sur la touche des compétitions internationales jusqu'en 2023. Bonne semaine et à dimanche sur la scène. Retour sur le plateau du débat et nous parlons du pic. Professeur, vous nous disiez à l'entame de cette émission, lorsqu'on l'a préparé en tout cas, que le premier pic a déjà été atteint. C'est ce que vous avez indiqué. La semaine dernière, on a parlé de plateau. Finalement, on ne s'en sort pas. Où est-ce qu'on en est exactement? Lorsque vous dites pic, c'est-à-dire qu'on doit s'attendre à quoi désormais? Alors, lorsque nous analysons les courbes d'évolution hebdomadaire des nombres de nouveaux cas observés au cours des 3 dernières semaines, après avoir atteint des chiffres hebdomadaires au-delà de 2000, nous sommes redescendus à 1700 et puis à 1100 et poussière. Et les chiffres semblent rester à ce niveau-là, ce qui signifie qu'en clair, nous avons vraisemblablement traversé le premier pic. Et lorsque nous observons également la pression au niveau des lits d'hospitalisation, aux lits d'assistance respiratoire, nous sommes également passés par le pic hospitalier avec une diminution claire du nombre de cas graves nécessitant l'assistance respiratoire. Si nous avons traversé ce premier cap, il y a des efforts qui ont été faits. L'augmentation du nombre de personnes qui portent les masques, l'efficacité du traitement, le respect des mesures d'isolement des personnes infectées y est pour beaucoup. Nous devons continuer à augmenter le nombre de personnes qui portent les masques dans les espaces publics, éviter certains comportements à risque que nous observons encore, n'est-ce pas, lorsqu'on se retrouve
dans des ambiances fermées avec des salles climatisées, on est avec des collègues, on enlève le masque pour mieux parler. Lorsqu'on se retrouve avec des amis, on est dans une ambiance fermée, on enlève les masques pour parler ou mieux parler. C'est des situations à risque parce qu'on ne sait pas qui est malade et qui est même présymptomatique, parce que nous savons également que ce n'est pas seulement les asymptomatiques, même les présymptomatiques sont capables de propager la maladie. Donc il s'agit de continuer avec les efforts actuels. Plus nous porterons le masque dans les espaces publics, en particulier confinés ou fermés, moins nous aurons de nouveaux cas et nous pouvons continuer à vaquer à nos occupations. Si nous arrivons à assurer le nettoyage ou la désinfection dans les transports en commun, nous pourrons également continuer à faire diminuer le nombre de cas et continuer, n'est-ce pas, les efforts de développement de notre pays. Professeur, pour revenir au sujet de ce pic, on a vu dans d'autres pays quand même une vague de nouvelles contaminations. Est-ce que aujourd'hui le Cameroun, après avoir atteint le premier pic, est-ce qu'il y a un risque qu'on puisse effectivement connaître un deuxième pic? Ça veut dire que le nombre de cas repartent à la hausse, le nombre d'hospitalisations dans les hôpitaux. Et puis, nous savons que la rentrée est projetée pour le mois d'octobre. Est-ce qu'on à ce rythme, on peut rester serein et se dire que effectivement, on pourra reprendre les cours sereinement dans nos écoles à la prochaine rentrée scolaire? La sagesse populaire nous apprend qu'un homme averti en vaut deux. Lorsqu'il y a eu les premières mesures d'assouplissement, certains Camerounais ont pensé que le gouvernement avait décrété la fin de la pandémie. On a vu les chiffres repartir à la hausse alors que nous étions en train de nous battre pour endiguer l'épidémie et la conserver dans quelques foyers. Maintenant, nous avons vu ce que cela a provoqué, d'avoir mal compris le message. Nous avons la preuve dans d'autres pays qu'après la première vague, il peut y avoir une deuxième. C'est pour ça que j'insiste, il est très important maintenant que nous savons quels sont les risques, quelles sont les erreurs, n'est-ce pas? Il suffit que quelqu'un de malade fasse l'erreur de ne pas porter son masque dans une salle où il y a 10 personnes, une salle climatisée, pour que les 10 personnes qui sont dans la salle aillent y rester une heure ou deux avec elles. Est-ce que cela signifie, professeur, juste vous allez continuer, est-ce que cela signifie que lorsque nous sommes à l'air libre, on est plus ou moins protégé? Il y a moins de risques. Le principe, c'est lorsque l'environnement est confiné et que la salle est climatisée, les particules qui sont dans l'air sont aérosolisées, puisque l'air climatisé, c'est un air qui est renouvelé et qui est reprojeté. Donc, il crée des petites particules et rend la contamination plus probable. Mais lorsqu'on est dans l'espace public, le risque est moindre. Mais dès qu'il y a des contacts physiques, sans le masque, le contact direct ou la projection directe devient possible. Mais dans des ambiances confinées, il est important de s'assurer qu'il y a l'aération, d'éviter la climatisation si les gens sont nombreux dans la salle. Donc j'insistais pour dire, ce n'est pas parce que nous avons eu cette première vague qu'il n'y aura pas une autre. Si nous avons décidé, et je pense que les chiffres nous montrent que la discipline fait quand même partie de la réalité camerounaise, plus le nombre de personnes qui portent le masque, la proportion de ceux qui portent le masque montera, moins nous aurons de chances d'avoir une deuxième vague. C'est très important. En portant le masque, tous ceux qui sont malades ne contaminent pas l'air. En nous lavant les mains régulièrement, nous évitons qu'au cas où quelqu'un qui ne portait pas son masque était positif a postillonné sur nous, nous ne nous contaminions pas, c'est important. Vous posez la question sur septembre ou octobre pour la rentrée scolaire. Nous ne pouvons pas lire dans la boule de cristal, mais plus les gens prendront conscience de la réalité de la COVID en respectant les mesures barrières, moins nous aurons de risques d'avoir un effet rebond que nous allons tous regretter parce que nous sommes bien contents que nous n'ayons pas eu les mesures de confinement très strictes comme ailleurs et nous avons continué à mener nos activités économiques. Prenons la peine d'un peu plus de discipline pour que cela continue sans que la courbe ne remonte. Alors nous allons retrouver maintenant Daniel Menanga pour les unes
du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir au panel. Chers téléspectateurs, je suis contente de vous retrouver ce jour encore. Pour commencer, Cameroun Tribune qui présente la préparation du budget de l'État, les orientations du chef de l'État dans une circulaire signée vendredi dernier. Le président de la République, Paul Biya, indique que le projet de loi de finances de l'année prochaine devra se préparer dans le respect des règles définies par le nouveau régime financier de l'État en tenant compte de l'évolution de la pandémie de coronavirus, pages 3 à 7. Le même sujet inspire défis actuels, finances publiques, les priorités du budget 2021, zoom sur les grandes orientations des dépenses pour l'année prochaine, rendre opérationnels les barrages hydroélectriques, assurer la révolution agricole, promouvoir la transformation locale des matières premières, optimiser les recettes non pétrolières. Déroulé en page 3, l'économie report parle innovation dans le même contexte. 10 projets numériques qui barrent la route au Covid-19. Ils se sont démarqués parmi les centaines de propositions qu'ont faites les jeunes pousses camerounaises pour apporter une contribution digitale à l'éradication du virus qui sévit actuellement dans le monde. Page 6. Intégration revient au Cameroun et aperçoit des lumières et teintes de flou sur les chiffres de Covid-19 autour des données sur la pandémie, un manque de coordination et une multiplication contre-productive des instances de gestion. L'affaire dans les colonnes du journal de Thierry Ndong. Afrique, environnement, dans la lutte contre la désertification. Le ministre des Forêts et de la Faune accentue le reboisement en dépit de la tendance haussière des valeurs d'indicateurs de suivi de la diminution du couvert forestier au Cameroun. Les taux de déforestation et de dégradation sont respectivement de 0,14% et de 0,01%. L'hebdomadaire de Joseph Ben Boum le précise en page 10. Prospective nouvelle évoque la revalorisation des pensions à 20%. Paul Biya offre 15 milliards à 100 000 pensionnés par an. Avec ses calculs dans les colonnes de l'hebdomadaire, 41 985 pensionnés survivants, 51 156 pensionnés de vieillesse, 380 pensionnés d'invalidité et c'est en page 3. En plus triste, et signe en relais les adieux de la nation au colonel Marius Etundi, l'ultime distinction du président Paul Biya, son défunt médecin personnel, emporté par la fièvre bilieuse hémoglobinurie nocturne. Le 22 mai 2020 est une médaille de la Croix d'honneur militaire. À lire aussi l'éloge funèbre du ministre Henri Eyebea ici dans les colonnes 5 et 7. The Guardian Post daily says Konak goes to on government decries absence of anti-corruption law, non-implementation of Article 66 on declaration of assets, accuses government of stifling corruption by providing insufficient financial and human resources. Read more on page 3. Et puis le meilleur pour la fin, mutation présente à propos de l'offre énergétique du haut volt. 30 mégawatts en provenance du barrage de Mveleu injecté dans le réseau au bénéfice des régions du centre-sud, littoral nord-ouest, sud-ouest et ouest. Le ministre Elundu Esomba annonce dans la foulée l'arrêt de l'utilisation de 4 centrales thermiques réputées budgétivores. C'est en page 7. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de une à notre terminal ce lundi. Eh bien, rendez-vous dans les kiosques. Tant mieux, tant mieux. Nous espérons que la semaine prochaine sera également une semaine aussi fournie en une. Merci Daniel et bonne semaine à vous. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. Merci, professeur, d'être venu une troisième fois. On va le dire. J'espère que vous viendrez plus souvent. Vous nous l'avez dit au cours de cette édition. Il faut continuer de respecter les gestes barrières. Merci beaucoup de m'avoir invité. Respectons les mesures barrières si nous voulons continuer les efforts de développement.
C'est entendu et on va également souhaiter bonne fête ou alors bonne noce à Joseph Bengboum qui convole justement à Juste Noces le week-end prochain. Madame, monsieur, on l'a dit, c'est la fin de cette édition de cette scène de presse. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.